Je vois que la discipline règne et donc cela signifie être ponctuel. Et puisqu'on m'a demandé de commencer à 14 heures, on va commencer. En tout cas, donc, très heureux de me retrouver parmi vous pour vous parler de l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Avec ce titre, l'homme fragmenté, et qui évoque l'homme contemporain et qui, en même temps, remet en question, soulève la question de ce qu'est la nature humaine. Et l'homme se révèle naturellement à lui-même en s'étonnant d'exister et en s'interrogeant sur ce qu'il est, spontanément. Il en est ainsi de tout homme depuis que l'homme est homme. Et nous pouvons tous en faire l'expérience. Une mouche ne s'étonne pas d'exister ni d'être une mouche. Elle ne sait pas qu'elle est une mouche. Mais l'homme sait qu'il est un homme. Et en faisant ce constat, si l'on peut dire, spontanément, il constate également que ce n'est pas un esprit pur, c'est un esprit incarné. Il n'est donc ni ange, ni bête. Il s'agit pour lui de vivre humainement, et le plus grand risque que l'homme court est de cesser d'être humain, en voulant vivre finalement soit comme un ange, soit comme une bête. Donc ce titre, l'homme fragmenté, veut mettre en exergue la définition remise en cause par cette fragmentation de l'homme tel que le grand philosophe Boès, mort en 524, qu'on appelait le dernier des Romains et le premier des médiévaux, qui était un philosophe qui a voulu faire passer toute la culture philosophique grecque dans le Moyen-Âge et a légué à la postérité la définition de l'homme comme une personne. Une personne, le mot personne vient de perser una, ce qui est un par soi. L'unité, l'identité, la continuité qui fait que nous sommes ce que nous sommes depuis tout à l'heure, et que nous ne cessons pas d'être ce que nous sommes, même si nous évoluons, nous pouvons changer, et nous en parlerons, nous pouvons changer justement sans nous fragmenter, sans nous diviser contre nous-mêmes. Toute la grande question de la philosophie est de savoir comment nous pouvons à la fois changer et rester le même. Et c'est pourquoi ce grand Boès définissait l'homme comme une personne, et la personne, je cite, comme une substance individuelle de nature rationnelle. Retenons cette définition parce qu'elle désigne l'essence de l'homme, c'est-à-dire ce qui permet de dire ce qu'il est, ce qu'on appelle son essence. L'essence, c'est la définition de ce que quelque chose est. Et son essence n'est pas d'être une idée désincarnée, sans contact avec la réalité sensible, comme l'idée de Platon. Pour Platon, ce qui existait réellement, c'était pas un homme singulier, Socrate, mais c'était l'idée d'humanité, l'universalité. La réalité, c'est l'humanité. Et Socrate, lui, n'était que par participation à cette idée, mais une participation qui est une dégradation dans le monde du particulier, de la multiplicité, de la division. Et donc c'est pourquoi Socrate est appelé à disparaître pour se dissoudre dans cette idée universelle d'humanité. Donc on sent ici l'enjeu d'une définition de l'homme comme une personne singulière,
pour définir Socrate comme étant un homme et comme étant cet homme, Socrate, et non Platon ni Aristote. Et cependant, Platon, Aristote, Socrate, on peut dire de tous les hommes que ce sont des hommes. Parce qu'ils participent à la nature humaine, on peut les définir comme une substance individuelle de nature rationnelle. On va se pencher sur ce que cela veut dire. L'homme, en général, donc, n'existe pas. Seul existe réellement l'individu. L'individu Socrate, en chair et en os. C'est un homme, parce qu'on peut dire de lui qu'il est un individu substantiel de nature rationnelle, c'est-à-dire doté d'une intelligence, d'une raison, et qui lui permet de s'interroger sur lui-même, ce que ne peut pas faire un animal sans raison, comme la mouche. L'homme est un esprit incarné, il est cet homme-ci, Socrate et pas Platon. Ceci est important parce que, précisément, cette définition de l'homme qui permet de justifier sa singularité, de justifier son existence concrète, c'est précisément ce qui est remis en question au XXe siècle. Au XXe siècle, il n'y a plus de nature humaine. On ne peut plus définir l'homme comme une substance individuelle de nature rationnelle, dotée de raison. Pourquoi? Parce que d'abord, la substance, c'est quoi? La substance, en latin, ça veut dire ce qui se tient dessous. Sub stare, ce qui se tient dessous. Dessous quoi? Dessous ce qui change. De telle manière que depuis tout à l'heure, Socrate n'était pas musicien ou philosophe. Il est devenu musicien et philosophe. Mais il n'a pas cessé d'être Socrate. Il a changé, en effet, mais ce changement n'est pas substantiel. Il demeure ce qu'il est. Et précisément, cette substance est individuelle parce que, comme le mot l'indique, individuel, ça veut dire indivisible. Il ne peut pas se diviser, se fragmenter, de telle manière que l'homme se dévisage, se décompose, se fragmente et ne se reconnaît plus lui-même, comme l'illustrent les portraits de Picasso, où le nez prend la place de l'oreille, qui prend la place de la bouche, qui prend la place de l'œil, et un visage dévisagé, un homme décomposé. Et c'est bien le drame de l'homme du XXe siècle qui a hérité, qui s'est constitué dans le cadre d'une crise qui est la crise de toutes les violences connues, traversées par les guerres successives, par les idéologies destructrices, le nazisme, le communisme, tout autant d'ailleurs que l'individualisme, autant un contexte négatif et négateur de l'homme. Le totalitarisme, c'est quoi? C'est justement la totalité qui n'admet pas de différence entre les êtres, entre les individus. Un homme, c'est devenu un individu au sens d'un numéro, quoi, anonyme. Tout le monde est semblable. Tous les êtres sont semblables, au sens où il n'y a plus de différence entre eux, quoi. Il n'y a plus de singularité, de singularisation, d'intériorité, qui permet à un homme de dire je suis Socrate, Platon, Aristote. Et donc là, comme vous le voyez, l'enjeu est grave, car malgré tout, les idées dirigent le monde, et nous sommes dans un monde, et les idées fondent une civilisation ou la détruisent. Nous sommes à un moment de l'histoire de la civilisation qui est un moment très dangereux, parce que justement ce qui est remis en question, c'est cette nature de l'homme. On veut produire l'homme, fabriquer l'homme, dépasser l'homme, de telle manière que le risque pour l'homme, c'est de cesser d'être un homme. Et donc c'est ce qu'il faut étudier. La réduction
platonicienne de l'homme à l'idée d'humanité, comme je l'ai évoqué, se retrouve dans la définition moderne de l'homme cartésien comme sujet pensant. C'est-à-dire que pour Descartes, l'homme se définit par la pensée. Je suis, donc, je pense, donc je suis. C'est la pensée qui détermine l'homme, mais qui le définit comme un être abstrait. Comme un être abstrait, un sujet pensant qui, finalement, pense en dehors de la réalité. L'intelligence, c'est comme si l'intelligence se déconnectait du réel. Cette intelligence qui précisément définit l'homme comme ceux qui s'éveillent au contact du réel, comme on l'a dit au début. Et c'est ce rapport au réel, à la réalité, qui aujourd'hui est fortement ébranlé. Qu'est-ce que la réalité? La réalité est souvent ce que l'on nous montre, des images qui ne renvoient qu'à des images, des mots qui ne renvoient qu'aux mots. Nous sommes enfermés dans un langage, nous sommes enfermés dans un système de signes, de telle manière que l'accès au réel nous est comme bouché, fermé, comme par un écran qu'on ne peut pas traverser. Donc le problème est un problème lancinant, mais c'est un problème profond, philosophique, qui était déjà illustré par le grand Platon, pour qui justement l'homme n'est pas Socrate, mais l'humanité. L'homme se dilue dans sa définition, dans sa définition. L'homme est ce qu'il dit qu'il est. Il n'est pas ce qu'il est. Il est ce qu'il dit qu'il est. Et si vous voulez, ce qui peut illustrer, nous permet de comprendre la confusion et l'oubli de l'être, du réel, c'est ce tableau du peintre Magritte, ce Belge, génial, qui a dessiné une très belle pipe, et après avoir dessiné cette pipe d'une manière artistique et vraiment réaliste, il se sent obligé d'écrire une légende sous cette pipe en disant « Ceci n'est pas une pipe ». En effet, c'est la représentation d'une pipe, ce n'est pas la réalité de la pipe. Et donc le danger, c'est en effet de parler de ce dont on parle et non de la réalité dont il faut parler. Et le danger aujourd'hui est justement la manipulation des esprits par un langage, par un discours qui ferme les esprits au réel, à la réalité. Et finalement l'accès à eux-mêmes, à nous-mêmes, à ce que nous sommes. C'est pourquoi, dans une société ainsi bâtie, si vous voulez, l'homme révolté est le seul à pouvoir faire ébranler le système, si on peut. L'homme révolté est celui qui dit je suis là, et je ne sais pas ce que vous dites. Bon, donc tout cela, c'est pour montrer que la réalité aujourd'hui est dissoute dans le langage, dans le discours, et dans la pensée rationnelle, et plus particulièrement encore dans la pensée scientifique. La science, qui se révélait être comme le moyen pour l'homme de se libérer des contraintes de la nature, finit par être justement ce qui nous a tellement libérés des contraintes de la nature qu'il n'y a plus de nature. La science, n'est-ce pas, remplace l'objet technique, remplace la réalité naturelle des choses. Donc la technique, la science permet de produire un objet conformément à une conception très élaborée mathématiquement, selon un modèle très performant, et ce modèle peut être réalisé grâce à la technique qui produit un objet réalisé
mais qui n'est plus un objet donné dans la réalité. Et alors donc, les avantages évidemment de la science et des progrès de la technique qu'il ne faut pas évidemment rejeter et renier, s'accompagne de ce gros inconvénient, c'est que le scientifique, la technique, risque de nous faire oublier la réalité en nous faisant miroiter un monde entièrement construit, bâti, et de telle manière que nous habitons un monde vidé finalement de toute réalité, quoi, et surtout, disons, de cette réalité humaine qu'est chaque personne, chaque personne. Et c'est pourquoi, vous savez, Ulysse, Homère, dans l'Odyssée, n'est-ce pas, vous savez, qui prête à Ulysse ce mot face au monstre, le Cyclope, n'est-ce pas, dévoreur d'hommes, hein, il répond à la question du Cyclope, qui lui demandait qui es-tu, et le rusé Ulysse lui a dit quel est ton nom, et le rusé Ulysse lui a répondu mon nom est personne, et personne, de telle manière que le Cyclope, quand il retrouve ses congénères, ses confrères qui veulent dévorer les humains, se moque de lui quand il dit oui, celui qui m'a crevé l'œil, hein, le fameux du Cyclope, je passe sur le détail, qui est-ce? C'est personne. C'est personne. Ouais. Donc, le Cyclope a été aveuglé et voulant dévorer l'homme, c'est lui-même aveuglé sur la réalité, quoi. Et on pourrait se servir de cette image pour faire comprendre que ce qui est en danger, c'est l'oubli de l'être. Comme dit le philosophe Heidegger, l'oubli de l'être, l'oubli du réel, et de vivre donc dans le divertissement, pour parler comme Pascal, le divertissement pascalien, c'est-à-dire et nier la condition dans laquelle nous sommes et fuir notre condition malheureuse parce que justement elle est exposée à être détruite par ces forces aveugles, cette énergie. N'est-ce pas, que déploie la technique, que déploie le pouvoir sous toutes ses formes, et qui est un pouvoir négateur, négatif, destructeur, qui met en danger le monde et les personnes. Parce que vouloir dépasser la réalité, c'est le danger de vouloir dépasser la réalité, c'est de nier la réalité, c'est de détruire la réalité. Et donc l'idéal scientifique de l'homme nouveau, hein, le transhumanisme par exemple, ou en faire un homme nouveau, n'est-ce pas, ce qui est d'ailleurs pas mal. Il faut pas nier les avantages de la technique qui vont permettre à un homme à un cul-de-jatte de pouvoir faire une course des 100 mètres grâce à des jambes, n'est-ce pas, qui seront techniquement adaptées à son corps, mutilées. Vous voyez, on connaît ces exemples, non, de coureurs qui vont plus vite avec une jambe qui était une prothèse, avec les jambes naturelles. Bon, enfin bref. Donc tout ça pour illustrer que il s'agit de voir comment l'homme est menacé par la fragmentation, de telle manière que non seulement il se dissipe dans l'espace, mais également dans le temps, c'est-à-dire dans son histoire, dans l'histoire de la civilisation et puis dans l'histoire personnelle, de telle manière qu'entre l'instant T1 et l'instant T2 s'ouvre une telle distance, un tel abîme, que la discontinuité est absolue. Il n'y a plus de continuité entre l'instant T1 et l'instant T2. Et notre propre histoire nous plonge dans un devenir qui nous dévore, si on peut dire. Ô douleur, disait Baudelaire, ô douleur, que le temps mange la vie, n'est-ce pas, et du sang que nous perdons croît et se fortifie. Voilà une manière poétique d'expliquer que justement le temps, au lieu de nous édifier en nous approfondissant,
nous vide de nous-mêmes en nous détruisant par une discontinuité, parce que le temps est conçu non plus comme une succession dans la continuité d'un passé, d'un présent et d'un avenir, mais aujourd'hui, le temps est conçu comme un instant sans passé et sans avenir. Chaque instant est nouveau, de telle manière que je meurs et je ressuscite à chaque instant. C'est un autre qui apparaît à chaque instant. Et vous comprenez le danger dans cette affaire, c'est que c'est notre propre identité qui est remise en question. Et c'est le fondement même de l'histoire humaine qui est remise en question. Parce que tout alors peut-être, la rupture devient le critère du progrès. La rupture devient un critère. Et malheureusement, quand la rupture devient un critère, tout devient possible. Et on peut inventer l'homme, et donc le pouvoir politique, le pouvoir technique, concentré dans les mains de quelques-uns, peut contribuer à la destruction d'une civilisation. Donc il faut se pencher sur cette question. Au XXe siècle, justement, la définition de l'homme comme substance individuelle, c'est-à-dire comme une réalité indivisible, de nature rationnelle, cette définition a été remise en question. Pourquoi? Parce que justement, la substance, comme je disais, c'est-à-dire ce qui se tient dessous, ce qui passe, ça qui permet justement que nous ne soyons pas dans l'instant uniquement, mais dans un instant qui s'égrène dans une continuité, passé, présent, avenir. Mais si l'instant s'ouvre comme un abîme sous nos pas, d'où nous devons jaillir comme du néant à chaque fois, eh bien, tout devient possible. Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de devenir, il n'y a plus de devenir lui-même et dévore, nous dévore. Le devenir devient justement ce qui fait le vide. Et tout ça, comme vous voyez, c'est très important. Or, la nature de l'homme, la nature, c'est quoi? Le mot nature vient de natus, en latin, qui signifie naître, être né. Et s'il n'y a plus de nature, eh bien, on n'est plus comme on est. E-S-T-N-A-I-T. On n'est plus comme on est, quoi. On est, puis eh bien, on cesse d'être ce que l'on est, aussitôt né, si on peut dire, parce que il y a en nous il n'y a plus cette nature humaine, cette continuité, ce continuum, cette intériorité. Il n'y a plus que un arrachement à ce que nous sommes dès le départ, dans un devenir qui est un arrachement dans la violence, finalement. De telle manière que vous remarquerez que le dernier mot pour expliquer ce devenir, c'est la force, c'est l'énergie aveugle, la puissance de développement, qui est le dernier mot pour expliquer comment justement tout ce qui devient disparaît, et au profit d'un nouveau monde qui apparaît à chaque fois, si vous voulez. Alors tout ça, ce sont des idées profondes qui étaient déjà lancinantes, même chez les premiers penseurs, comme les penseurs avant Socrate, qu'on appelle les penseurs présocratiques. Par exemple, il y avait alors les présocratiques sont de vrais penseurs, de grands penseurs. On aurait intérêt à réfléchir avec eux aussi. Par exemple, Empédocle, un Sicilien, haut en couleur. Les présocratiques se posaient la question de savoir comment, si tout change, rien n'est jamais. Si tout change, rien n'est jamais. C'est bien ce que nous disons. Et ils avaient donc bien compris cela dès le départ. Et c'est pourquoi ils cherchaient dans la nature elle-même ce qui ne change pas. Et le premier philosophe, Thalès de Milet, observait en effet que ce qui ne change pas, c'est l'eau. Tout est eau, sous la forme liquide, vaporeuse, solide. Finalement, on s'aperçoit que c'est de l'eau, quoi. Le monde, l'univers est de l'eau, quoi. Voilà. Un autre dira c'est de l'air. Un autre dira c'est le feu. Tout est feu. C'est Héraclite.
et jusqu'à ce qu'un grand philosophe comme Parménide dira ah non, finalement c'est l'être qui fait le fond de tout est quoi. Et alors le fait que tout soit c'est un mystère, le fait d'exister quoi. Si ce qui est soit il est et il n'a jamais commencé d'être parce que s'il est aussitôt étant il cesse d'être, on peut pas dire que on peut plus parler de l'être quoi. Si le temps de dire Socrate a cessé d'être Socrate et d'être tout court, on peut plus parler, on peut plus rien dire, on peut plus, vous voyez, et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, vous voyez, comme dans les pièces de Ionesco, sur le langage qui cesse de communiquer, quoi, vous voyez, le langage cesse de communiquer, le langage, au lieu d'être un moyen de communication, justement, est-ce qui nous empêche de communiquer, parce que le temps de dire Socrate est un homme, Socrate n'est plus Socrate, il n'est plus, voilà, tout change. Alors les premiers philosophes sont interrogés comme tout homme doté d'une intelligence qui s'éveille à elle-même au contact du réel. Les premiers philosophes ont cherché donc ce qui ne passe pas là, au-delà de ce qui passe quoi. Et donc Empédocle, dans cette tradition de pensée, lui a commencé à dire ah ben oui, l'univers, le monde est composé de terre, de feu, d'air, de l'eau, enfin tout ça se mélange. Et alors le philosophe Empédocle a dit eh bien oui, la nature, le monde se compose en réunissant tous ces éléments. Les atomes, on pourrait parler aussi des atomes, comme Démocrite, un autre philosophe. Les atomes se réunissent, s'unissent entre eux et prennent forme. Et donc, Empédocle disait que la nature est une force. Est une force, une énergie qui consiste à unifier tous ces éléments, et l'histoire n'est autre chose, le devenir du monde n'est que la réunification de tous ces éléments sous l'effet d'une force unissante. Et il appelle ça l'âge de la concorde. L'âge de la concorde, c'est un âge où tous les éléments de l'univers s'unissent sous l'action de cette force unificatrice, et qui, donc une fois qu'elle a réussi à unifier le monde en rassemblant la terre, l'air, le feu, l'eau, cette nature continue d'agir comme une force. Et au lieu d'unifier, puisque tout est déjà unifié, eh bien, agissant toujours, cette fois-ci, elle va diviser. Elle va séparer les éléments qu'elle avait unis, parce que c'est une force qui ne peut pas rester sans emploi, quoi. C'est une énergie folle, quoi. Et donc, cette énergie folle, eh bien, continue toujours d'agir. On se réfère à une énergie, une force, une puissance anonyme, une force aveugle, qui unit, qui divise, qui unit à nouveau. Car une fois que cette force a réussi à diviser, à séparer les éléments, ces éléments qui se trouvent séparés, la force continue d'agir pour les unir. Et c'est ainsi que ce philosophe parle de l'âge de la concorde, de l'âge de la discorde, puis retour à l'âge de la concorde, à l'âge de la discorde, et il parle de l'éternel recommencement de toutes choses. Et alors, qu'est-ce que ce philosophe illustre? C'est l'idée que l'homme est le sujet d'une force aveugle. Et cette force, aujourd'hui, on la retrouve chez les physiciens, les scientifiques, et qui expliquent que l'énergie est l'ultime raison d'explication de la constitution du réel, du monde. Or, qu'est-ce que la réalité pour un scientifique? Pour un scientifique, la réalité, c'est du mesurable. C'est du quantifiable. C'est grâce aux mathématiques que Galilée a développé la science physique en disant que le monde est écrit dans le langage des mathématiques. Or, les mathématiques renvoient au nombre, et le nombre, c'est une réalité abstraite. Et tout est réduit aux chiffres. Et il est intéressant ici de rappeler que le mot chiffre vient de l'arabe zifr,
qui a donné étymologiquement le mot chiffre, zifre, et mais zifre signifie zéro. Donc réduire tout au chiffre, au nombre, c'est réduire tout au néant, c'est déréaliser, c'est vider le contenu de sa réalité intime et profonde. Et c'est pourquoi l'âge scientifique, à partir de Descartes, quand il a mis la science comme le critère du développement et du progrès, a mis l'homme en danger, puisque l'homme est réduit à sa mesure, au nombre, au chiffre, à la quantité, au quantifiable, à ce qui peut être transformé, comme cette force d'Empédocle. Alors ceci pose la question évidemment de la transcendance. On reviendra là-dessus. Bon, après cet excursus, disons, je reviens au XXe siècle, qui remet en question cette définition de l'homme telle que Boès l'a donnée, une substance indivise, de nature rationnelle, dotée de raison. Et cette définition remise en question a été remise en question par le philosophe Heidegger, mort en 1976, mais enfin peu importe ici, philosophe d'ailleurs qui a fricoté avec le nazisme, mais qui est un philosophe qui a dominé tout le XXe siècle. Tout le XXe siècle est dominé par ce philosophe. Donc pour ce philosophe, l'homme est une chose jetée dans le monde sans raison. Un être là. En allemand, c'est Dasein, l'être là, quoi, jeté dans le monde, qui se trouve là, qui se trouve là, qui se trouve là, mais attention, sorti de nulle part, quoi. Il pose ici une question aussi importante, jeté dans le monde, mais sans signification. Parce que justement, l'homme n'est plus doté de raison qui lui permet de savoir ce qu'il est, quoi, de savoir ce que les choses sont, de pouvoir. Et le XXe siècle se caractérise par une remise en question du sujet cartésien, du sujet pensant, du sujet rationnel, justement de la science qui définit l'homme en le ramenant aux chiffres, aux ifres, aux nombres, aux mathématiques. Et donc c'est un peu l'aspect aussi intéressant du XXe siècle, qui remet en question cet encapsulement de la vie dans une équation mathématique qui fait que la vie échappe aux scientifiques. Et c'est pourquoi il y a un mot fameux de ce philosophe qui dit, en ce sens, que la science ne pense pas. Elle calcule, en effet. Pourquoi? Parce que penser, c'est s'interroger sur le sens des choses, et puis surtout sur le pourquoi de leur existence. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Voilà la vraie question philosophique. Le savant ne se pose pas cette question. Pour le savant se pose la question combien ça pèse, combien ça mesure, à la limite combien ça coûte, ce qui est pire. Enfin, faut bien passer par là quand on est à l'université en train de faire des budgets, là, pour combien ça coûte. C'est-à-dire donc que on ne s'interroge pas sur le sens de l'être, sur ce qu'est un homme, sur ce qu'est un être, sur ce que le seul être qui peut s'interroger d'ailleurs lui-même sur ce qu'il est, c'est l'homme, c'est le seul être à pouvoir s'interroger. Encore une fois, la mouche ne sait pas qu'elle est une mouche. Et donc, c'est ce qui fait le mystère de l'être, le mystère de l'homme. Et c'est ce mystère qui est dissous, qui est oublié, auquel on est insensibilisé. On perd l'émerveillement, qui est le commencement de la philosophie, disaient Platon et Aristote. Le tomatzein, en grec, c'est l'émerveillement, l'étonnement. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Il faut ressentir cette question. Il faut savoir s'émerveiller. Alors, qui s'émerveille aujourd'hui? Les enfants. Il faut avoir un esprit d'enfance pour s'émerveiller. Depuis que l'homme a voulu devenir adulte, au sens où il s'est libéré, n'est-ce pas, de l'emprise de ses rêves, et aussi de tout ce que qu'on a imaginé, etc. L'homme qui a cru se libérer, quoi, des lois de la nature, finalement. L'homme n'arrive plus à s'émerveiller. C'est devenu un calculateur.
C'est terrifiant. Donc il faut savoir que la liberté est à la portée de tous, de chacun. Il suffit pour chacun de découvrir ce qu'il est, quoi, de s'interroger sur ce qu'il est, même s'il n'arrive pas à y répondre. Il vaut mieux s'interroger, poser une question sans pouvoir y répondre, dans l'attente d'une réponse qui viendra d'ailleurs tôt ou tard. Il vaut mieux s'interroger, se questionner, que s'endormir et s'anesthésier et laisser notre intelligence sombrer dans la nuit de l'ignorance, de l'obscurité qui nous éloigne de nous-mêmes. Et ceci est significatif, parce que voyez-vous, ce qui caractérise l'homme moderne, comme disait le philosophe italien Gramsci, c'est l'optimisme de la volonté et le pessimisme de l'intelligence. C'est-à-dire que l'intelligence n'arrive plus à atteindre l'être, la réalité des choses. Voyez, maintenant, ce n'est que la volonté qui nous permet de dominer, devenir maître et possesseur de la nature. Voyez, grâce à ce pouvoir que nous donne la science, c'est la technique. C'est la volonté de puissance de Nietzsche, le philosophe Nietzsche, la volonté de puissance et la volonté comme puissance, qui fait que l'homme, s'identifie lui-même en concentrant un maximum de pouvoir à cette volonté toute puissante, et qui va finir finalement par s'imposer aux autres volontés. Et tout cela, vous savez, c'est toute la pensée politique moderne et toute la civilisation moderne, depuis le philosophe Thomas Hobbes, l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Léviathan, que vous avez entendu parler. Le Léviathan, c'est l'incarnation du pouvoir, de l'État tout-puissant, auquel les citoyens, pour devenir citoyens, doivent se soumettre entièrement, abandonner leur liberté par un contrat social qui leur permettra de ne plus céder à la violence entre eux, en se soumettant à la force du plus fort, qu'ils élisent comme étant à la tête de la société produite par ce contrat, et qui met un terme à la guerre de tous contre tous, sous l'effet de cette violence lancinante qui fait que la société, pour s'édifier, doit reposer sur un contrat entre des individus qui doivent renoncer à cette force, en se soumettant à la force la plus forte du plus fort, le Léviathan. Et c'est ainsi que la soumission à la loi devient le critère de la vie citoyenne, mais en même temps, le problème qui se pose ici, c'est que la loi moderne est posée et finit par s'imposer parce qu'elle ne repose plus sur la nature de l'homme. Il n'y a plus de nature humaine. C'est la loi qui va imposer à l'homme de se comporter, et donc finalement de se comporter d'une manière non humaine. Non humaine. La loi va nous imposer de nous comporter d'une manière non humaine. Et nous voyons des lois aujourd'hui surgir pour résoudre des problèmes qui surgissent à tous les instants, et qui menacent l'homme dans sa nature, dans ce qu'il est. Vous voyez, l'État, ce plus froid des monstres froids, disait Nietzsche, qui pourtant lui-même, n'est-ce pas, a voulu dépasser l'homme avec sa conception d'un surhomme, qui dépasserait la nature humaine, mais en même temps, sans avoir jamais pu décrire ce qu'est ce surhomme, n'est-ce pas, qui est la négation de l'homme, finalement. Donc, comme vous le voyez, il n'est plus question de définition de l'homme comme d'un individu substantiel, doté de raison, d'intelligence, capable de s'émerveiller, de s'étonner, de s'interroger, de s'interroger sur son destin, sur le sens de l'existence. Il n'y a plus de nature humaine. Comme disait Albert Camus à Sartre, n'est-ce pas? Bon, ben d'accord, alors s'il n'y a plus de nature humaine, bon ben d'accord, l'homme devient une aventure, quoi. Une aventure, on devient n'importe quoi, on risque de devenir n'importe quoi, on s'invente, on se projette, la vie est un projet pour Sartre. Et donc l'homme cesse d'être une réalité donnée, indivisible, une substance individuelle, par soi, c'est-à-dire une personne, une persona, et il n'y a plus personne, ni rien à comprendre, rien de stable, tout se divise sans fin
se décompose, comme les portraits de Picasso. Il n'y a plus d'identité, quoi. Il n'y a plus on ne se raccroche plus à un critère permanent. Ce qu'on appelle l'homme est une existence, au sens étymologique du mot existere, ça veut dire sortir de soi, arracher à soi. L'existence, l'existentialisme, c'était reposé sur cette idée de l'existence, qui est être arraché à soi, soumis aux vicissitudes de la vie, et en même temps disponible et manipulable à loisir par tous les pouvoirs. L'homme est ramené à un jeu de construction, à une idée à réaliser, et à inventer. L'être humain est réduit à l'idée que l'on s'en fait. Il n'y a plus de nature, il n'est plus comme il naît. Il n'y a plus de, il cesse d'être substantiel, il cesse d'être individuel, il cesse d'être naturel, il cesse d'être rationnel. Et l'homme donc devient sous l'effet d'une force toute puissante, l'objet d'une construction, d'une déconstruction, d'une reconstruction, comme déjà l'avait anticipé Empédocle, qui avait identifié la nature, à la force, à l'énergie, et que le docteur Frankenstein a voulu réaliser, en désorganisant l'homme, grâce à la technique, grâce à la science, il a désorganisé au sens littéral du terme. Il a pris un homme, il a enlevé les organes, il les a séparés les uns des autres, puis il a voulu les recomposer pour faire un être nouveau, qui est devenu le monstre Frankenstein, c'est-à-dire il a cessé d'être humain. Donc vous voyez, c'est intéressant de voir comment, dès lors que l'homme renonce à être ce qu'il est soumis à la déshumanisation, à une force déshumanisante qui est mystifiante, aussi mystifiée. Pourquoi cette force est mystifiée? Parce que l'homme a perdu le sens de la transcendance, finalement. On a vécu finalement avec dès la Renaissance déjà, et c'est une longue histoire, mais surtout, disons, avec la modernité, et puis surtout au XXe siècle, un siècle qui a été ouvert par les philosophes du soupçon, comme Marx, Freud, Nietzsche, le matérialisme de Marx, le sexisme, le pansexualisme de Freud, l'athéisme de Nietzsche. Voilà les portes d'entrée du XXe siècle. Comment voulez-vous que l'on s'en sortit? C'est-à-dire que ce siècle est un siècle plongé dans la nuit, dans l'absence de transcendance totale. C'est dans un monde qui ne renvoie plus à rien d'autre, à rien, qui ne renvoie qu'à lui-même comme à un autre, puisque lui-même perd toute identité. Donc il y a une perte de la transcendance que l'homme religieux, l'homo religiosus, découvrait dans la transcendance divine, dans le divin transcendant, et cette transcendance évidemment a disparu, et en faisant disparaître en disparaissant, cette transcendance a plongé l'homme dans la nuit, sans aucune étoile dans le ciel. Il n'y a plus d'étoiles dans la nuit qui brillent, parce que justement la lumière s'est éteinte, la lumière d'une transcendance, qui fait que l'homme, d'ailleurs naturellement, se sent relié. C'est ça le mot d'ailleurs religiosus, religare, religieux. L'homme religieux, c'est l'homme naturel finalement, qui se sent relié. Mais justement relié à quelque chose qui le maintient dans l'être. Et non pas, comme on le voit, délié par le devenir sans consistance, délié par un monde qui se vide de lui-même. Non, c'est un homme qui est relié à une transcendance qui le fonde, en même temps qu'elle le dépasse. Et ça, c'est la question qui se pose aujourd'hui en ce commencement de 3e millénaire. Toutes les idées qui, si vous voulez, ont abouti à un nihilisme
destructeur et qui aujourd'hui atteint son apogée, son paroxysme, et ce paroxysme de ce nihilisme qui s'exprime sous les formes toutes les formes de guerre, mais aussi de destruction psychologique, toutes les formes qu'on voudra énumérer, décrire, hein, c'est pas difficile. C'est quand on arrive au bout de la nuit que pointe l'aurore, hein, et qu'il faut donc être optimiste quand on analyse, n'est-ce pas, les effets destructeurs d'un rejet de la transcendance. Il faut être optimiste parce que l'homme ne peut pas, l'homme se révolte tôt ou tard. C'est un être relié, vous voyez, un être relié à ce qui le dépasse et en même temps le fonde et le justifie. Vous voyez. Il est relié à ce qui le dépasse. Il n'est pas délié, détruit, décomposé sous l'effet d'une force qui est la force même d'un monde sans transcendance. Vous comprenez ? C'est ça le drame du XXe siècle. Donc là, le XXe siècle a réagi, et ça c'est aussi l'aspect positif qu'on peut mettre à son crédit, contre ce rationalisme scientifique pour lequel la raison a été restreinte à son seul usage, et à son usage exclusivement scientifique, c'est-à-dire calculateur, qui réduit tout aux chiffres, au nombre, à la mesure, à la quantification, et qui vide de sa substance, de son contenu profond, la réalité, et qui fait que l'homme, que la raison du scientifique, comme je l'ai dit, ne s'interroge plus sur l'être, sur le fait qu'il y ait quelque chose, et non pas rien, hein. Puisque, à la limite, pour le scientifique, il n'y a rien. Il n'y a rien que du mesurable. Et bon, là, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais je m'amuse, moi, avec les scientifiques mythogènes. Comme je dis, la science devient mythogène. Elle invente des mythes, n'est-ce pas, pour nous expliquer la vie, quoi, maintenant. Et la science, on vous explique tous les jours. J'aimerais bien énumérer, si j'avais le temps, j'énumérerais tout ce qu'on nous raconte sur l'avenir grâce à la science, enfin, ce qu'on va devenir, ce que le monde va devenir, enfin bref, sur le climat, sur tout ce que vous voudrez, quoi. La science explique tout. Elle explique tellement tout qu'elle finit par expliquer par des mythes la réalité, puisqu'elle n'arrive plus à expliquer, à justifier ce qu'elle explique avec le calcul, avec les mathématiques. Vous voyez. Bon, ça c'est mon petit côté un peu taquin vis-à-vis de mes amis scientifiques qui ont parfois une prétention philosophique, et je leur dis, n'est-ce pas, si vous voulez faire de la philosophie, oubliez que vous êtes un physicien, un scientifique. La philosophie, c'est du sérieux. C'est l'intelligence qui s'interroge, enfin, à partir de ce qui est, et à partir d'un émerveillement, enfin, qui ne suppose pas, qui n'exige pas un savoir scientifique complexe, mais un bon sens et l'esprit d'enfance. Le philosophe, c'est un homme qui a un esprit d'enfance, qui sait s'émerveiller. Il faut savoir s'émerveiller, et c'est en ce sens que tout le monde peut être philosophe. Bon, donc, comme je vous l'ai dit, Descartes s'est inspiré de Galilée, qui a mathématisé la physique, et qui pensait que la nature, donc, est écrite dans le langage des mathématiques, c'est-à-dire que tout ce qui est réel est rationnel au sens de mesurable, de quantifiable, de sorte qu'il n'y a plus de place pour une réalité qui échapperait à cette raison scientifique, à cette mesure, voyez, au calcul. Voyez. Il n'y aurait plus de place pour la réalité, et qui n'aurait pas de raison d'être d'ailleurs, et qui ne nous interrogerait pas plus que cela. En ce sens, donc, le rejet de cette philosophie contemporaine illustrée par ce philosophe Heidegger dont j'ai parlé, le rejet de la raison calculatrice se justifie. Mais ce qui ne se justifie pas, c'est le rejet de la raison tout court. Parce que justement, la raison n'est pas uniquement la raison calculatrice. La raison, c'est l'intelligence aussi. La raison, c'est l'intelligence spéculative, comme on dit,
c'est-à-dire spéculative à partir de ce mot speculum, veut dire miroir, hein, qui réfléchit, qui l'intelligence qui réfléchit, qui s'interroge sur elle-même, sur sa naissance, sur le fait qu'elle apparaît, qu'elle naît, cette intelligence, au contact justement du réel, sans lequel l'intelligence elle-même n'aurait rien à interroger. Ouais. Donc, la raison ne se réduit pas à son seul usage scientifique. Elle ne se ramène pas à calculer, à mesurer, c'est-à-dire à diviser, à multiplier. Ce serait ouvrir la place, ce serait donner libre cours à une force aveugle. Ce serait justement cette énergie, explication ultime du physicien, finalement. Et vous remarquerez que le physicien, quand il veut expliquer les lois même de la nature et de la physique, au moyen des mathématiques, il est obligé de recourir finalement à une énergie qui demeure énigmatique. En tout cas, elle est hypothétique, cette énergie. L'énergie est hypothétique, il faut la poser. Donc, ce qui est réellement réel, comme disait Platon, en grec, ontos, on n'est pas un concept, une représentation. Ce qui est, de même que respirer, n'est pas qu'un mot. Tuer n'est pas qu'un mot. C'est parce que tuer n'est plus qu'un mot qu'on tue sans problème, quoi. Sans que ça pose de problème, ouais. Tuer quelqu'un aujourd'hui, c'est comme tuer au cinéma, quoi. C'est comme tuer au cinéma, quoi. C'est une image, c'est quoi? Ouais, c'est donc intéressant. Donc, la vérité d'une chose est sa réalité, à laquelle l'intelligence se heurte, et de laquelle l'intelligence se nourrit. D'où la définition qui a prévalu de la vérité jusqu'à ce qu'elle soit remise en question, justement, au XXe siècle. La vérité définie comme l'accord de l'intelligence avec le réel, avec la chose. Adequatio rei et intellectus. L'intelligence, la vérité, c'est que l'intelligence intellige ce qui est, et que ce qui est vrai, c'est que ce que l'intelligence conçoit correspond à la réalité. Sinon, ce ne serait pas l'intelligence, ce serait la raison technicienne ou l'imagination folle. Cette vérité avait été formulée pour la première fois en ces termes par le philosophe juif Isaac Israéli, un philosophe juif tunisien des 9e et 10e siècles. Donc c'était un peu, il a fait cette définition dans le prolongement aussi de l'héritage grec, de la pensée grecque. C'est cette définition de la vérité, justement, que le rationalisme moderne et la réaction heideggerienne ne reconnaissent pas. La vérité n'a plus à voir avec la réalité. D'un côté, la réalité vole en éclats en se réduisant à une poussière d'équations mathématisées. De l'autre, l'intelligence reste sans prise sur le réel, elle se vide d'elle-même et s'éteint. C'est-à-dire que l'intelligence n'a aucune prise. On ne comprend plus rien. On s'en souffle. Vous savez, comprendre, c'est prendre avec. On n'a plus rien à prendre, quoi. On n'a plus rien à prendre et rien n'est saisissable. On ne comprend plus rien. D'où le succès enfin, la tentation du nihilisme et de l'absurde. La philosophie s'est trouvée au XXe siècle devant la tâche de retourner au réel et de dépasser ce rationalisme scientifique, si vous voulez, et de rejeter la réduction du réel au rationnel, c'est-à-dire au mesurable, au sens scientifique. Cette tâche a été entreprise au fin du 19e, début 20e, par le philosophe allemand Edmund Husserl, mort en 1938, qui est le fondateur du mouvement phénoménologique. Bon, je vous indique cela parce que c'est important de le savoir. La phénoménologie affirme que la conscience est intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle est toujours conscience de quelque chose.
elle est tournée vers les choses. Et donc, ce quelque chose, et comme vous le voyez, donc, la phénoménologie de Husserl, qui réduit la réalité à ce qui se présente. Le mot phénomène vient du grec, phos, phos, c'est ce qui se présente à la lumière, phos, ça veut dire lumière, ce qui se montre à la lumière du soleil, là, le phénomène, c'est ce qui se montre. Et donc, ce qui se montre, ce sont des choses qui se montrent à la conscience, c'est-à-dire à l'intelligence. Et donc, en ce sens, ce philosophe, ce mouvement, représente un moment important de l'histoire de la pensée humaine, puisqu'elle se réconcilie avec la réalité, en quelque sorte, bien qu'elle connaisse des limites, comme on va le voir. Donc là, la conscience est conscience de quelque chose, c'est-à-dire que l'intelligence est toujours intelligence de ce qui est, quoi, elle intellige toujours quelque chose, et le quelque chose, c'est toujours ce qui se présente à la conscience. Autrement dit, au XXe siècle, le XXe siècle commence avec une remise en question de la philosophie moderne qui identifiait le sujet et l'objet, justement, qui réduisait finalement l'objet à la mesure, au mesurable, et finalement, qui détruisait la réalité, quoi, en la réduisant à la pensée. Ce qui est, c'est ce que je pense, c'est-à-dire ce que je mesure, parce que la pensée n'est plus la pensée philosophique, mais la mesure scientifique. Donc alors, ce philosophe donc distingue la conscience et les choses. La conscience, c'est-à-dire l'intelligence en général, est toujours conscience de quelque chose, et les choses sont toujours ce qui se présente à la conscience. Donc il y a maintenant la réalité, l'intelligence d'un côté, les choses de l'autre. Mais cela ne suffit pas. Cela n'a pas suffi à la pensée pour dégager la pensée de cette tentation de dualiste finalement. Bon, je fais bref ici pour pas vous encombrer avec ces considérations, mais c'est pour mettre en exergue l'importance du retour aux choses, du retour au réel, du retour au réel. Alors, cette phénoménologie consiste à renoncer à la rationalité du sujet pensant scientifique, qui est le sujet de Descartes, tel que Descartes l'a conçu à partir de Galilée. Et nous rentrons donc dans un temps indéterminé de l'histoire de la pensée, qu'on a appelé la post-modernité. Vous avez entendu parler de tout ça. Pour laquelle l'homme cesse d'être substantiel, comme je l'ai dit, individuel et rationnel. Donc la notion de post-modernité a été introduite par le philosophe Jean-François Lyotard, dont je vous donne les références, La condition postmoderne, paru en 1979. Le postmodernisme se présente comme un méli-mélo de courants divers surgis dans la seconde moitié du XXe siècle. Il apparaît dans la culture au sens large, par exemple en architecture, puis peu à peu dans tous les arts, et finalement en philosophie. Les penseurs postmodernes, déçus par le bilan du rationalisme moderne scientifique, le XXe siècle, c'est un siècle qui réagit contre cette science qui veut tout expliquer, eh bien, ils proclament la fin des grands récits qui prétendraient à la vérité et ils dénoncent les grandes idéologies. Tous les systèmes politiques, économiques, les sciences naturelles, la technique, qui faisaient miroiter un progrès certain et n'ont pas tenu leurs promesses. Parce qu'évidemment, la science déçoit. La science déçoit. Ils proposent une nouvelle explication du monde et de l'histoire. Mais le monde meilleur et pacifique qu'ils projettent de réaliser se révèle être une course en avant
qui ne fera qu'accentuer le non-sens de la vie et précipiter la destruction de la civilisation contre toute attente. Ouais. Comme en témoignent les bouleversements majeurs qu'a connu le XXe siècle et la société aujourd'hui. Alors, parmi ces penseurs postmodernes les plus représentatifs et qui ont malheureusement, dirais-je, pris possession de l'université, du pouvoir universitaire et culturel, après 68, c'est 68 qui a mis au pouvoir tous ces idéologues. En Italie, le fameux Gianni Vattimo, né en 1936, et en France, Michel Foucault, mort en 1984. Deux philosophes donc qui vont illustrer un peu ce que je veux ici vous décliner. Donc l'italien Vattimo fait sienne la formule célèbre de Nietzsche: il n'y a pas de faits, mais seulement des interprétations. Il affirme que chacun interprète les faits selon sa position dans l'histoire, dans la culture, dans la société, et de telle manière que tout est relativisé, tout est relatif. Oui. Chaque interprétation serait relative en tant que telle, aucune opinion ne vaudrait plus qu'une autre. Oui. Tout se vaut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde peut dire ce qu'il veut. La radio et la télévision, pour cela, en témoignent. Chacun, vous avez des intellectuels qui s'érigent en autorité scientifique et qui pontifient à la radio, qui leur ouvre leur micro très facilement. Je ne nomme personne, mais vous avez donc des penseurs qui deviennent des penseurs médiatiques, enfin, qui dictent ce qu'il faut penser, et qui disent ce qu'ils veulent, mais qui ne s'exposent pas à la critique scientifique au sens d'exigence intellectuelle. Par exemple, j'ai invité un colloque que nous organisons, que je préside à l'université Côte d'Azur à Nice, sur Jean-François Mattei, dont on a créé la chaire à l'université. On va créer un colloque, et Madame Mattei m'avait demandé d'inviter un philosophe médiatique dont je tairai le nom, à qui j'ai donc écrit, puisque j'ai des relations avec lui, et je lui ai demandé s'il voulait bien participer à ce colloque avec une communication. La réponse n'a pas manqué de fuser. Ah non, je participe jamais au colloque. Parce qu'un colloque, comprenez, ça réunit des gens qui peuvent faire dire n'importe quoi. Un colloque réunit des spécialistes, qui ne disent pas n'importe quoi, qui doivent justifier ce qu'ils disent. Alors ce brave philosophe médiatique qui a un grand succès auprès des foules, n'ose pas participer à un colloque de spécialistes. C'est significatif. Donc, pourquoi? Parce que le contexte veut que que tout est relatif, n'est-ce pas? Qu'on impose, que l'absolu, que tout est relatif devient un absolu, quoi. Voilà. On ne peut rien affirmer qui vaille comme critère permanent, hein. Et donc c'est en ce sens que l'on rejette tout absolu, toute référence à un absolu. Si Nietzsche a proclamé la mort de Dieu, il faut accepter que Dieu n'ait de place ni en philosophie, ni dans la vie publique, dit Vattimo, car Dieu est absolu. Or, il n'y a rien d'absolu, puisque tout est relatif. Il n'y a donc aucun fondement ultime à la réalité. Nous pouvons tranquillement oublier l'être, ce qui est, et enterrer la métaphysique, c'est-à-dire la philosophie la plus profonde, sans nostalgie. Il n'y a plus lieu de s'émerveiller d'être et d'être ce que nous sommes. Voilà la philosophie dominante, la doxa dominante de ce philosophe. En proclamant la mort de Dieu, Nietzsche voulait dire que l'homme n'a pas d'horizon surnaturel et moral, et qui donc faut faire avec, ou plutôt sans. Donc Nietzsche, c'est le philosophe du XXe siècle, c'est le philosophe de la mort de Dieu,
Mais il faut savoir que pour lui, Dieu, ce n'est pas l'être. Là, je peux pas vous en parler, mais je vous indique cela. Dieu, pour lui, c'est l'un des néoplatoniciens, c'est-à-dire l'un qui est au-delà de l'être, l'un qui est sans l'être, l'un qui n'est pas, vous voyez. Et donc, évidemment, si Dieu est l'un, ben, Dieu est mort, quoi. Dieu n'est pas. Or, le Dieu qui est l'un n'est pas le Dieu des métaphysiciens, en tout cas des métaphysiciens de l'école d'Aristote, n'est-ce pas, qui fait pendant à la pensée platonicienne, aux philosophies de l'un. Personnellement, bon, je développe une pensée qui met en exergue cette différence entre les philosophies de l'un et les philosophies de l'être. Bon, c'est un peu abstrait, je vais donc pas vous ennuyer avec ça, mais c'est pour déjà illustrer ce que disait ce philosophe Vatimo dans le cadre de la postmodernité, c'est-à-dire dans le cadre de ce qui est d'une pensée qui renonce à l'intelligence, à la raison, une pensée faible, comme il dit, pensée faible. Et le deuxième qui illustre cette mouvance, c'est Michel Foucault, qui de son côté prétend que l'homme est voué à disparaître, comme, je cite, à la limite de la mer, un visage de sable. Mot fameux, ouais. C'est l'auteur, après la mort de Dieu, de la mort de l'homme, qui est devenu le thème récurrent chez les penseurs postmodernes. Et en effet, aujourd'hui, la philosophie roule sur cet acquis, sauf évidemment exception dans le cadre de la recherche pointue et isolée de certains scientifiques, chercheurs, philosophes, donc qui nie ici l'identité une et unique de la personne, la perseuna, le sujet, le je n'existe plus. L'idée que la raison, la conscience intellective ou le cœur soit le noyau de l'identité personnelle est une invention de la modernité. La raison et le cœur ne sont que des masques derrière lesquels il n'y a pas de sujet consistant. C'est comme si on se regardait dans la glace sans voir personne, quoi. Le sujet n'est plus réfléchissant. Je pense donc je suis, c'est même plus valable, quoi, vous voyez, parce que je pense en me regardant dans un miroir dans lequel je ne vois personne, quoi. Il n'y a personne. C'est comme le cyclope aveugle, hein, qui dit que c'est personne qui l'a aveuglé. Donc, pour les penseurs postmodernes, l'homme existe au sens où il sort de lui-même, arraché à sa propre identité, où il a cessé d'être une substance individuelle, de nature rationnelle, c'est-à-dire indivise. Il se fragmente, emporté par le flux de ses impulsions disparates. Sa réalité est aussi polymorphe et variable que le pur désir, qui est un désir sans objet, qui est un désir qui se confond avec une force qui le pousse en avant. Or, le grand philosophe qui ne devrait jamais quitter la pensée des philosophes, Aristote, et qui, avec Platon, a tout dit. Et comme disait un Whitehead, un philosophe américain, l'histoire de la philosophie, vous savez, ce n'est que le résumé des notes en bas de page des œuvres de Platon et d'Aristote, quoi. Ils ont tout dit. Et il faut partir donc des sages, quoi, des autorités. Bon. Et donc, le désir que disait Aristote, ce n'est pas parce que je la désire qu'une chose est bonne, c'est parce qu'elle est bonne que je la désire. Autrement dit, le désir n'est pas une force aveugle qui me pousse en avant. Le désir est le désir de quelque chose qui est bon, et que l'intelligence me désigne comme étant bon. Parce qu'évidemment, le désir sans la raison n'est plus éclairé sur la vérité du bien que la volonté désire. La volonté est aveugle. La volonté, le pessimisme de l'intelligence pousse la volonté dans la cécité, comme une force aveugle, qui la pousse à vouloir. Oui, je veux, mais je ne sais pas ce que je veux. Et donc, nous sommes ainsi en marche. On sommes tous en marche depuis quelque temps. On ne sait pas où on va.
mais on est en marche, parce que c'est une force, une énergie qui est le dernier mot. Et donc l'homme est poussé en avant par ce désir qui, sous forme d'expériences diverses, sans unité, ni continuité, sans fil conducteur, ni finalité, est soumis aux impulsions du moment, aux impulsions le plus souvent destructrices de ce qu'il y a de plus humain finalement dans l'homme, qui en sort défiguré, et qui sort esclave de toutes ces addictions contre lesquelles nous devons tous lutter, puisque nous sommes enchaînés justement par par un désir qui est une force aveugle, qui n'a pas été, qui n'est pas éclairée par l'intelligence, qui nous permet de savoir ce que l'on désire, de savoir de quoi l'on parle, en définissant ce que sont les choses. Le relativisme et la fragmentation de l'homme caractérisent ainsi la pensée postmoderne. Il n'y a que des points de vue, et tous les points de vue se multiplient et se valent. La diversité remplace l'universalité, ou plus précisément, ce qui est universel et la diversité elle-même. Enfin, c'est seulement ce qui me différencie des autres qui est universel, quoi. Tous les points de vue ont en commun d'être différents les uns des autres. Nous avons en commun d'être différents les uns des autres, de nous opposer les uns aux autres. Au lieu de chercher ce qu'il y a dans l'homme, ce qui dépasse l'homme et en même temps qui le justifie, à savoir ce qui définit l'homme comme ce qu'il est à partir d'une nature humaine, c'est-à-dire une substance individuelle, indivise, de nature rationnelle, l'homme reste sans repère. Il est pure différence, un pur différé, sans identité. La complexité remplace la simplicité. C'est aussi un thème à la mode. Autrement dit, donc la seule chose qui soit vraiment universelle et générale est ce qui sépare et oppose, et ce qui sépare et oppose, ce qui divise. Tout se divise sans cesse. Il n'y a plus d'arrêt à la division. C'est pourquoi le grand philosophe Aristote, que j'ai bien souvent cité, disait ananke stenai, c'est-à-dire il faut s'arrêter dans la division. Et il faut s'arrêter à ce qui stoppe le non-sens de la division. Car la division à l'infini est impossible, car elle aboutit à l'impossible. Il est impossible de diviser sans cesse. Bon, tout ça est une idée profonde. Et ce qui résiste à la division, c'est la res, justement la chose, la substance. C'est la substance qui résiste à la division. C'est pourquoi la substance est individuelle. Et c'est pourquoi l'homme, s'il veut être une personne, doit se définir comme une personne indivise. Et donc, ce qui menace justement la personne, c'est le droit fameux à la différence, qui est revendiqué, mais de manière un peu folâtre, car le droit à la différence, évidemment, tout à fait justifiable quand il s'agit d'une différence naturelle entre les êtres qui se ressemblent. Là, la différence, il y a des différences, justement. Et heureusement que nous ne nous ressemblons pas absolument. Sinon, deux êtres qui se ressemblent absolument ne seraient qu'un seul être, quoi. Il n'y en aurait qu'un. Mais tous les êtres se ressemblent parce qu'ils sont différents. Il faut respecter la différence. Donc oui, mais attention, ce n'est pas au nom de la différence qu'on doit remettre en question l'identité profonde de ce que nous sommes. De sorte que toutes les opinions ne sont pas nécessairement équivalentes. En tout cas, toutes les opinions ne sont pas la vérité. Une opinion n'est pas la vérité, et la vérité n'est pas une opinion. Si vous voulez. Il faudrait développer cet aspect. À partir du moment, évidemment, où la raison est détrônée, tout devient possible. Tout est le contraire de tout. Le principe rationnel de non-contradiction, qui consiste à dire qu'on ne peut pas être à la fois ce que l'on est et ne pas l'être, le principe de non-contradiction est éliminé. Et de même, le principe d'identité, c'est-à-dire le fait que je suis depuis tout à l'heure ce que je suis. Mais alors, d'autres facultés prennent rapidement le relais,
ce n'est plus seulement l'imagination qui est au pouvoir, mais les émotions, les passions, les tendances élevées au rang de critères qui doivent nous guider dans la jungle de la vie. Ouais. La vie est devenue une jungle. Ouais. Et ils sont censés nous libérer des normes, des modèles figés qui nous ont été imposés pendant des siècles par l'éducation et la culture. Alors ici aussi, il faudrait développer cet aspect, j'ai pas le temps, mais il faut dire aussi que la moraline, le moralisme a fait beaucoup de mal à la morale, tout court. Hein, mais là, je ne peux pas développer ça. Ainsi, la vie quotidienne, les médias, la musique, les religions sont évalués en fonction du niveau d'intensité des émotions qu'ils procurent. Le vécu est le seul repère et n'est valable que pour soi. Ainsi, les nouvelles technologies excitent les passions, elles étanchent plus rapidement la soif de sensations, hein, et donc les grands récits nous laissent indifférents. Donc voilà une description, si vous voulez, que je pourrais prolonger, mais que le temps m'oblige à arrêter. Il va sans dire que tout cela conduit justement, éloigne l'homme de son identité, de son unité, en le plongeant dans cette fragmentation qui le divise contre lui-même, mais fort heureusement, contre la réalité, on ne peut rien, chasser le naturel, comme disait Boileau, et il revient au galop. Et je terminerai sur cette citation, en vous remerciant de votre attention.